Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Sadiq Sellam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Sadiq Sellam, l'historien de l'islam contemporain, nous a accompagnés pendant plusieurs sessions avant les vacances d'été et nous tenons à le remercier par rapport à son éclairage et surtout les vérités qui étaient annoncées et je tiens à le lui dire d'une manière officielle que ces propos ont été bien appréciés suite à un grand nombre d'écrits et un grand nombre d'appels téléphoniques par rapport à la vérité qui est la sienne, mais c'est une vérité qui était partagée avec un grand nombre de personnes concernées sur ce sujet. Et la thématique de ce jour, c'est Sadiq Sellam, comme vous l'avez bien choisi, les conséquences de désaccords saoudo-émiratis sur l'islam en Europe. À vous la parole. Oui, je vous remercie. Alors, les réactions favorables montrent ce qu'on sentait un peu là par les enquêtes impressionnistes, qu'il y a une réelle demande d'informations exactes sur les développements de l'islam en France depuis ces dernières décennies, parce qu'il y avait une information beaucoup plus restrictive que celle des partis à régime de parti unique. Qui sont en train de tomber l'un après l'autre. Et c'est pas digne de la grande démocratie française, où on a une liberté de commentaires, de débat, mais qui n'est pas applicable à l'islam. Ce qui montre que même sur le plan de l'information, cette religion demeure maintenue dans un statut spécial. Et donc, ces commentaires favorables nous encouragent à continuer à apporter cette démystification nécessaire et à rétablir la vérité qui, selon l'Évangile, nous rend libres. Donc, je cite même pas le Coran, des accusations rapides. Bien sûr. Je vous en prie. Vous savez comment ça se passe actuellement? On entend, tout le monde en parle. On a parlé ça fait plusieurs mois. Comme quoi, ce mariage, ce mois de bonheur entre les Émiratis, entre MBS et MBZ, certainement un jour ça va tomber à l'eau. Et ce qui est en train de se passer actuellement, mais ce qui nous concerne, quel impact sur nous, sur le plan islam, ici en Europe et notamment en France? Eh bien, justement, ça ajoute à la spécificité de nos problèmes. Un bon gestionnaire de mosquée, un responsable d'organisation islamique n'est pas tenu d'être un féru de géopolitique pour comprendre les retombées. Mais parce qu'on a choisi de claironner l'islam de France là partout à la télévision, dans les réunions, les proclamations, mais après avoir introduit ces États qui veulent exercer un protectorat sur les pauvres musulmans de France. Et qui sont pas pauvres, ils sont intellectuellement plus riches que les émirs bédouins, mais uniquement qui deviennent importants et qui sont courtisés uniquement parce qu'ils ont des pétrodollars. Et la démocratie française, la laïcité française et l'islam, l'éthique musulmane devraient nous amener à réduire l'importance excessive accordée à la légitimité par l'argent. Bon, maintenant l'alliance entre les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, notamment contre le Qatar, c'était une unanimité de façade. Dès le début, il y avait des fissures parce que les Émirats qui sont venus sur le tard sur cette scène
pour exercer une sorte de leadership mondial au nom de l'islam, avait été précédé depuis longtemps par l'Arabie saoudite. On a parlé de néo-ottomanisme saoudien depuis des décennies par le très grand sociologue Olivier Carré. Et le Qatar, il lui est reproché d'avoir soutenu les frères musulmans qui sont diabolisés. On a le cheikh Ali Joma qui a appelé au meurtre en disant que en faisant dévier un hadith de son sens premier, en disant qu'il est permis d'assassiner les frères musulmans, et il a décrété qu'ils étaient tous des terroristes. On peut être en désaccord avec les frères musulmans, mais tous les frères musulmans ne sont pas des partisans de la violence. Il faut reprendre l'historique des frères musulmans depuis les années 30, c'est le roi lui-même qui était conscient, le roi de Fouad puis Farouk, ils étaient conscients de la démission de l'État dans des secteurs, des pans entiers de la vie sociale et économique, et ils laissaient les frères musulmans compenser la démission de l'État. Et le fait que beaucoup de gens qui s'intéressent au caritatif, se lancent dans l'action sociale en islam, sont amenés à se référer à ce précédent des frères musulmans. Maintenant, il y a eu les luttes pour le pouvoir qui ont amené les frères musulmans à se doter d'une organisation secrète qui ne recule pas devant la violence. Ça, c'est l'histoire des frères musulmans qui est mal connue ici. Mais décréter que tout ce qui est dans la mouvance des frères musulmans, ça c'est une confusion et une intoxication introduite par Gilles Kepper dans son livre mensonger intitulé Les banlieues de l'islam. N'importe qui lui déplaît, il le situe dans la mouvance de pensée des frères musulmans. Les sociologues à l'époque ont dit on comprend pas ce que c'est ça. Mais Alhamdulillah, Malik Ben Nabi, il l'a mis là-dedans, ce qui fait que les Émirats et l'Arabie saoudite, pour soutenir le putsch de Sisi, il faut pas oublier que Sisi a fait un putsch contre un président démocratiquement élu. Et il décide de diaboliser les gens qui gagnent les élections. Et ils ont cherché à exporter ça en Europe. Or, les derniers développements montrent que cette coalition est en train de s'effriter, qu'elle était très fragile, et le coup de grâce a été l'échec de l'intervention saoudienne au Yémen, où de véritables crimes contre l'humanité ont été commis par l'aviation saoudienne, approvisionnée en armement moderne par des puissances occidentales qui manquent la paix, la démocratie, la liberté à la bouche. Bon. Mais depuis donc les déboires en Arabie saoudite, maintenant les Saoudiens sont revenus à la réelle politique. Ils font alliance avec le grand parti de l'Islah yéménite qui avait gagné les élections en 1994 et qui était majoritaire dans le Parlement yéménite, dont les débats étaient diffusés intégralement et en direct par la télévision yéménite, regardée par la population de la moitié sud du territoire saoudien. Et ça constituait une menace pour le pouvoir monarchique qui n'a même pas de constitution ni de parlement. Et le roi de l'époque, le roi Fahd, a daigné faire une concession. Il a désigné un conseil consultatif. Bon, les gens qui voient ça de très loin croient que c'est un parlement élu, alors que les membres étaient nommés par le cabinet royal. Donc déjà à l'époque, la démocratie indisposait la monarchie saoudienne. Et malgré la tentative de partition du Yémen qui venait de réaliser son unité, on a eu des émirs saoudiens qui ont financé des armements achetés à la Bulgarie, au bloc de l'Est, qui était vraiment le grand Satan pour ces anticommunistes, uniquement pour aider le régime de Aden qui voulait faire sécession. Or, les Saoudiens actuels, ils ont l'air de tourner cette page-là et ils décident de faire alliance avec le parti l'Islah qu'ils mettaient dans la mouvance des frères musulmans. Et d'où le grand désaccord
avec les Émirats qui restent intransigeants et qui veulent continuer cette guérilla contre tout ce qui est islam qui leur pose problème, c'est-à-dire c'est un islam qui ne soit pas celui des bénévois, qui ne dit pas amen à chaque lubie d'un émir qui veut satisfaire ses intérêts claniques. Et les Émirats réagissent en soutenant le Yémen du Sud, où ils reviennent à la politique des Saoudiens de 1994. Ils veulent une partition du Yémen, ils veulent soutenir le Yémen du Sud contre le Yémen du Nord, accusé de faire une alliance avec les Saoudiens assagies. Alors évidemment, si on revient aux velléités de mainmise des Émirats sur l'islam en Europe, ça apporte un élément défavorable à leurs prétentions, puisque les Saoudiens laissaient faire avant. Les Saoudiens étaient très présents par là, depuis 30 ans ou plus. Exactement. Mais maintenant qu'il y a ce dissentiment non dissimulable, ils auront du mal à continuer cette tentative d'OPA. Et la toile de fond, c'est la politique vis-à-vis de l'Iran. Et là, il faut rappeler que le coup de maître du président Macron à Biarritz mérite d'être salué. Il montre que la France renoue avec sa politique de paix et que non seulement il a renoué, mais le président Macron a convaincu Trump, qui était dans ses tweets un va-t-en-guerre. Or, les Saoudiens avaient compris bien avant, on a des échos depuis quelques mois, que les Saoudiens ont compris que Trump n'ira jamais jusqu'au bout de ses rodomontades et qu'il ne fera jamais la guerre. D'où des rumeurs persistantes sur des contacts confidentiels entre les Saoudiens et les Iraniens pour commencer la désescalade après les injures, les polémiques inutiles qui ont amené des émirs saoudiens à dire qu'ils préféraient Israël, le sionisme israélien, au chiisme iranien, ce qui est assez excessif, malgré toutes les chicayas contre l'Iran qui n'est pas blanc comme neige. L'opinion musulmane n'accepte jamais cette hiérarchie des valeurs. Et donc, l'Iran se trouve réintégré dans le jeu régional après la tentative d'isolement. Et finalement, si on va jusqu'au bout de cette évolution, c'est les Émirats qui risqueraient d'être isolés. Et sans parler d'Égypte de Sisi. L'Égypte de Sisi, sans l'argent des pétromonarchies, ne peut absolument rien faire. Et la défection non médiatisée saoudienne aura tôt ou tard des retombées sur la politique égyptienne. Et les Émirats resteront évidemment avec leurs moyens financiers. Ils ne vont pas se déclarer vaincus rapidement. Ils vont continuer leur tentative de contrôle et ils vont continuer surtout à exploiter ce besoin chronique de financement de l'islam dans le pays laïque. Le financement pose un grand problème. Et comment vous voyez l'avenir de cette tentative qui a été stoppée à maintes reprises, il ne faut pas l'oublier, donc sur d'autres pays, et même ici en France, comme vous le savez, tout ce qui s'est passé récemment. Et comment vous voyez cette tentative encore, on ferme la porte, on revient par la fenêtre de ces fonds émiratis, ou bien cette envie de se rapprocher des Émiratis? Là, ils ont quelques illusions supplémentaires qui vont les amener à persister dans leur erreur. C'est les dernières déclarations faites, à mon avis, volontairement en anglais par le grand banquier qui est Hakim El-Karoui, qui lui, dans toute sa prose là pour l'Institut Montaigne, voulait en finir avec le salafisme, l'intégrisme, le fondamentalisme, et surtout proclamer l'indépendance de l'islam de France, comme il dit, oui. Mais là, il décide d'aller accepter ou cautionner même la politique des Émirats, et
c'est compte tenu de ce qu'il fait croire concernant sa proximité avec le pouvoir actuel, c'est interprété comme étant un encouragement à continuer. Et Hakim Kharoui, bon, il a beaucoup de qualités, mais il n'est pas très cartésien dans sa démarche. Il n'est pas très cohérent quand il croyait que le seul fait de remettre des notes à Macron allait passer comme une lettre à la poste. Or, Macron a reporté au moins 5 fois son grand discours sur la laïcité, mais qui en fait concerne l'islam après son grand discours des Bernardins, qui a plu à une partie de la hiérarchie catholique et posé des problèmes à d'autres religions voisines. Alors, n'ayant pas convaincu le président lui-même, Hakim a été faire du lobbying. Il a été notamment voir l'Observatoire de la laïcité et d'autres instances écoutées par l'Élysée pour leur dire, essayer de dire, enfin en substance, hein, je résume, essayer de dire du bien de mes notes pour que le président le prenne au sérieux. Bon, ça n'a pas donné de meilleurs résultats. Après, il a fait un tour de France dans les mosquées pour dire que voilà, c'est le peuple, l'islam d'en bas qui le soutient. Ça n'a pas donné de meilleurs résultats. Il infantilise les musulmans. Il croit que les musulmans, les mosquées, c'est des gens manipulables. Il suffit qu'on leur parle bien, etc., pour qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Et maintenant, le fait qu'il s'adresse aux Émirats, c'est un aveu d'échec de ses tentatives précédentes. Mais ça a comme inconvénient de créer des illusions auprès des Émirats pour dire, voilà, on est demandé par quelqu'un de proche du président. Sauf que M. Sadr Sellam, lors de son intervention la semaine dernière, il a dit en aucun cas il parlera de la finance émiratie ou bien des fonds émiratis dans la gestion de l'islam de France. Pour lui, c'est un interdit qui s'impose. Je n'ai pas lu cette déclaration. D'accord. Non, il l'a dit dans l'émission parce que je lui posais la question concernant est-ce qu'il y aura un rapprochement avec les Émiratis sur le plan financier. Il a dit non 2 fois. Hein, donc il a dit non en aucun cas. Mais par contre, il a parlé de ce modèle émirati. Et c'est ma question vis-à-vis de vous, vu que vous êtes un spécialiste aussi de la question. Qu'est-ce que c'est? Et c'est la première fois et je pose cette question. J'aimerais bien, s'il y en a d'autres qui me donnent des explications là-dessus, qu'est-ce que c'est que le modèle émirati de la gestion de l'islam? Ah, ça reste à l'état de l'élément de langage, parce qu'il n'y a pas de modèle dans ce domaine. Les gens qui nous font croire qu'ils ont les recettes magiques, qu'il suffit de les écouter, d'accepter leur mainmise pour que tout aille bien, alors se trompent de siècle. Parce que eux, l'islam politique leur pose des problèmes, parce que toutes les dictatures, les pays qui ne sont pas démocratiques, sont persuadés que s'il y a des élections démocratiques, ce sont les tenants de l'islam politique, qu'on soit d'accord ou pas, qui gagnent. Ça, c'est répétitif depuis les élections algériennes, le Tadjikistan, la Turquie, la Tunisie. Les franco-tunisiens à Paris ont voté pour Naval après le départ de Ben Ali. Ça, c'est une lame de fond. Il faut s'interroger là-dessus. Les gens votent contre la corruption, contre la misère, contre la dictature. Et si on veut vraiment lutter contre la montée de l'islam politique, il faut traiter à la racine ces causes. Et les Émirats, moi je leur recommande de relire la déclaration d'Emmanuel Macron quand il était ministre des Finances. Après les attentats du Bataclan, il a parlé de terreau du terrorisme. Aucun musulman n'aurait osé parler comme ça. Ça veut dire qu'il y a des raisons. Le terreau du terrorisme, c'est-à-dire qu'il y a des conditions sociales, des difficultés, etc., qui favorisent le passage à l'acte chez des jeunes qui ont un sentiment de révolte sociale. Et la même semaine, presque le même jour, Emmanuel Valls, qui était Premier ministre, il a parlé d'apartheid social dans les banlieues. Est-ce que les émirs des Émirats, d'Abu Dhabi, ont la recette qui permet de trouver du travail à des centaines de milliers de jeunes rejetés qui ont la citoyenneté française, mais qui sont rejetés par le système scolaire, qui sont mal logés et qui sont réduits au chômage à vie. Récemment, le modèle émirati, s'ils ont des solutions à ces problèmes de pont, tout le monde applaudirait. Justement, M. Sadr Sellam, juste pour information,
Je l'ai vu, hein, donc moi-même. Hein, donc il s'agit d'une vidéo d'une intervention dénommée Nouaimi, hein, Ali Nouaimi, suite à la mosquée de Chichan, hein, récent, qui a eu son ouverture ces derniers jours. Il avait une intervention avec la télé RT française et en arabe. Oui. Et ils l'ont posé une question par rapport à ça. Il dit, lui, il veut exporter au monde musulman en Europe comment on peut être des citoyens modèles. D'abord, il faut qu'il donne l'exemple en démocratisant chez lui. Ah ben écoutez, j'avais vraiment envie que leur journaliste fait son travail et pose cette question, mais il l'a pas posée. C'est la même objection qui était adressée au vénérable Cheikh Al-Qaradawi à chacune de ses émissions Sharia al-Hayat où il donnait des fatwas à l'emporte-pièce où tout était permis en Allemagne, en France, alors qu'il n'osait pas défendre le moindre revendication des droits les plus élémentaires déniés par l'émir du Qatar. C'est vraiment, ils croient que les musulmans sont des enfants on peut leur distribuer des bonbons et leur faire admettre n'importe quoi. Les musulmans ici ont une élite grâce au modèle d'intégration français, contrairement à ce qu'on lui reproche, il fonctionne quand même. Bien sûr, heureusement. Il y a l'ascension sociale parce que les familles musulmanes croient beaucoup à la promotion par l'école, ce qui fait que quand les enfants ratent le bac, c'est la tristesse pendant toutes les vacances, hein, dans les banlieues. Et l'école française continue et on a une élite qui réfléchit. On n'a pas besoin de protectorat, de tuteurs, des gens qui viennent leur donner des leçons, les prendre par la main comme si c'était des gamins. Il faut arrêter d'infantiliser ces pauvres musulmans. Sur le plan intellectuel, ils ont une matière grise supérieure à celle de toutes les Émirats. Or, de toutes les pétromonarchies. Et les Émirats croient qu'avec l'argent, on peut se dispenser d'être... Moi, je me souviens d'une formule de Hamidullah. Il n'a plus remis les pieds dans ce pays. Quand il est rentré, il était vraiment de mauvaise humeur. Et il a résumé son point de vue en disant, dans ces pays, la richesse a augmenté beaucoup plus rapidement que l'intelligence. En France, on a une matière grise. Grâce au modèle français, à l'école française, dont on souhaite l'amélioration des performances, parce qu'elle a régressé l'école française, pas dans le classement de l'OCDE. Et dans tout cela, si vous les Émirats ils veulent la perpétuation des politiques purement sécuritaires, du tout sécuritaire. Qu'est-ce qui a empêché les Émirats au lieu d'enrichir M. Béchari, hein, qui était le fleuron de l'islam de France, etc., promu par Sarkozy, tous les ministres, au lieu en versant une partie de ce qu'ils donnent à Béchari pour une activité de flicaille, pour que les jeunes soient formés ici. La formation, l'éducatif, c'est du chinois pour eux. Et là, quand on fait le bilan de 30 ans de tout sécuritaire, tout le monde admet le déficit sur le plan éducatif. Si on veut avancer, il ne faut pas se contenter des slogans du CFCM qui a fait lui-même son constat d'échec. Ils ne veulent pas le déclarer, mais quand on les a en tête à tête, Cuibèche, Moussaoui, Boubacar, etc., ils disent c'est un échec. Ce face-à-face avec le bureau central des cultes, de notables qui se croient intronisés et qui veulent se faire obéir par leurs frères, ça a été un échec, cette méthode-là. Et le CFCM a un bilan éducatif voisin de zéro. On ne peut pas continuer comme ça. Les Émirats, s'ils veulent contribuer à remédier à ce déficit éducatif, bienvenue. Nous croyons toujours à la solidarité et à la fraternité islamique. Mais il faut remettre les pieds sur terre et se souvenir que zakat ou sharafit tawadhu, l'humilité, c'est une vertu islamique. Mais il y a aussi un proverbe arabe, faqidu shay'i la yu'tah. L'ignorant d'une chose ne peut pas la donner. Vu que vous êtes en train de parler de démocratie qui n'existe pas chez eux, comment vous voulez ces gens-là puissent nous faire comprendre comme quoi
notre modèle de démocratie, notre modèle de vivre ensemble est le meilleur et on est prêt à financer. Est-ce que la finance toute seule permettra de gober tout ce qu'on peut? Non, le financement dans des conditions d'opacité et quand il n'y a pas d'objectif éducatif, l'expérience a montré que ça multiplie les cas de corruption. Il n'y a rien de plus choquant que la corruption dans les mosquées, qui sont au lieu de l'éthique, de la morale. Malheureusement, on a eu des cas douloureux par exemple, quand vous avez l'imam recteur de la mosquée de la rue de Tanger, la Tawa, dans le 19e arrondissement, qui a été débouté et condamné par la justice alors qu'il a sévi pendant 35 ans, et qui a des accusations très graves sur sa gestion financière. C'est d'autant plus douloureux que c'était quelqu'un de haut niveau. Donc, les prêches étaient appréciés parce qu'il parlait français, son niveau était élevé, mais bon, il a fait l'islam une carrière. Et ces recteurs qui n'ont aucune compétence au jour au lendemain, donc parfois il y a quelques-uns avec un passé douloureux, tout le monde le sait, et qui devient recteur à vie. Oui, parce qu'il ne tient pas compte du jugement des fidèles. Maintenant, moi j'ai été une ou deux fois à cette mosquée de Stalingrad, déjà à l'époque où ce type-là trônait et puis il se prenait pour le Messie. Les étudiants, les intellectuels en sortant, ils critiquaient à haute voix son prêche. Et ils se posaient des questions sur l'opacité financière. Moi, quand j'ai entendu ça, j'avais de bons rapports avec lui. Moi, j'ai jamais eu de conflit avec lui. Je lui ai recommandé d'afficher les comptes mensuels à l'entrée de la mosquée pour couper court à toute cette suspicion. Malheureusement, il l'a pas fait. Il s'est retrouvé mis à la porte par ses anciens fidèles qui lui ont demandé des explications sur le devenir de 18 millions d'euros qu'il a déclaré pour reconstruire la mosquée. Or, il a arrêté le chantier quand il n'était même pas sorti du sous-sol. Ils ont mis des consolidations au sous-sol. Et quiconque lui posait la question sur les raisons de l'arrêt des travaux, s'il lui pose une première fois, il répond pas, une deuxième fois, non plus. La troisième fois, il lui envoie une lettre recommandée pour lui signifier qu'il fait plus partie de l'association. Pour excès de curiosité. Or, les gens ont raisonné de manière très simple. Il a déclaré 18 millions d'euros. Après, il a dit, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de mosquée. Alors, c'est qu'il y a un problème. Et ça a fini devant les tribunaux. Moi, c'est la seule fois où j'ai interrompu mon travail dans les archives qui m'est précieux. C'était pour aller voir une demi-journée devant les tribunaux. Les prétoires sont devenus, dans des cas pareils, les seuls endroits où on peut approcher la vérité, qui n'est pas encore établie, parce que dans le cas de la mosquée de la rue de Tanger, il y a une enquête. C'est une procédure, bien sûr. S'il y a un compte en Suisse, par le juge Van Rubeck, qui est très connu. On devrait avoir, mais les autres mosquées ont la chance d'avoir des fidèles et des membres d'associations indulgents, mais s'ils se mettaient à porter plainte, ça donnerait des résultats pareils. Et c'est le résultat de relations privilégiées avec les pétromonarchies. À partir du moment où on a cité un verset ou un hadith, un émir ou un muhsin, et qu'on reconnaît qu'il y a des riches, des particuliers, dans toutes les pétromonarchies, qui croient encore à la fraternité islamique. Quand ils rencontrent les responsables de mosquées à la Mecque, qui se plaignent, ils leur envoient de l'argent. Mais ils l'envoient sans penser à des contrôles, et les destinataires de ces financements en abusent. Donc, il faut tirer la leçon pour que les mosquées restent des lieux de confiance, de fraternité, de solidarité, au lieu que ce soit des lieux de méfiance. Méfiance d'abord à cause de tout sécuritaire où chacun s'est mis à douter de ses voisins quand il fait à la prière, et doute aussi sur le devenir de l'argent reçu. Et si vous voulez, on a deux noms de colonels là, maintenant on peut en parler. On a eu le colonel Ben Daoud
Oui, il a régenté l'islam. Maintenant, on peut en parler parce qu'il a été évité totalement. Il me reste 2 minutes, Monsieur Sadr Sallam, hein, donc si vous permettez. Donc, et vous avez eu votre colonel Ben Faïda. Ah ben écoutez, on est à pied d'égalité, c'est très bien, ce sont 2 colonels. Les deux B, dans la révolution algérienne, il y avait les 3 B. Faut tirer la leçon du bilan négatif de cette gestion sécuritaire et parler à nos frères des Émirats, si vous voulez, la solidarité islamique, en respectant ces musulmans qui ne sont pas moins bons musulmans que vous. Si vous voulez aider à l'éducatif, marhaba. Mais si vous voulez perpétuer l'opacité financière et le tout sécuritaire, non merci. Merci, M. Sadr Sallam, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.